Je me réveille toujours avant lui. Ce n'est plus un besoin depuis longtemps, c'est une habitude. Dans notre maison ancienne près de Saint-Malo, le silence du matin a un poids particulier. Ce n'est pas le silence apaisant du sommeil, c'est celui des choses qui ne se disent plus. Je prépare le café comme chaque jour, sans réfléchir. Mes mains connaissent le chemin, eau, filtre, 3 cuillères exactes. Je n'oublie pas le sucre, même s'il ne l'utilise jamais. Je n'oublie rien. Mais je ne ressens pas non plus que je fais quelque chose d'utile. À 6h47, j'entends l'eau de la douche couler. Il est toujours ponctuel. Sa chemise bleu pâle et son pantalon anthracite sont suspendus avec soin sur le valet dans notre chambre. Rien ne déborde. Rien ne scintille. Je passe ma robe de chambre grise en satin, courte juste ce qu'il faut pour frôler le haut de mes cuisses. Ce choix n'est pas anodin. Mais ce n'est pas pour lui. Peut-être même pas pour moi. Juste pour me rappeler, peut-être, qu'il reste quelque chose de vivant sous ma peau. Je m'installe à la table, jambes croisées, la robe entr'ouverte de façon délibérément négligée. Mon existence est là, invisible. Il entre dans la cuisine, me salue d'un hochement de tête. Pas un mot. Pas un baiser. Il se sert une tasse, s'assied et consulte sa tablette. Son visage me semble figé dans une photographie ancienne, un homme fiable, prévisible. Jamais de reproches. Toujours poli. Mais je me sens invisible. Tu as mangé, me demande-t-il sans lever les yeux. Pas faim. Tu devrais. Sinon tu vas encore te sentir mal. Comme s'il se souvenait d'arroser une plante. Je termine mon café, me lève. Je sens son regard effleurer mon dos. Peut-être. Plus tard, en nettoyant les carreaux de la cuisine, un message s'affiche sur mon téléphone. Ce n'est pas pour moi, pas vraiment. C'est son frère, Antoine. J'arrive ce soir. C'est toujours bon pour que je reste quelques jours? On en avait parlé la semaine dernière. Antoine s'est séparé. Il avait besoin de quelques jours. Mon mari, bien sûr, avait répondu, la famille, c'est sacré. Je ne l'avais pas vu depuis des années, juste à quelques mariages ou repas de famille. Toujours en mouvement, rieur, jamais sérieux, mais il observait, je m'en rends compte maintenant. Je passe la journée à préparer la chambre d'amis. J'ouvre les fenêtres, change les draps, parfume l'air, plie les serviettes avec trop de soin. Je me change 2 fois. Rien de provoquant. Mais rien de banal non plus. Finalement, j'opte pour une jupe bleu nuit qui épouse doucement mes hanches et un chemisier blanc sans manches. Confort réfléchi. À 18h52, j'entends la voiture. Ma respiration se bloque. Je vais ouvrir. Il est là. Plus mince. 3 jours de barbe. Une veste usée sur l'épaule. Son sourire est calme. Merci de m'accueillir, dit-il en franchissant le seuil. C'est normal. Tu fais partie de la famille. Je ne sais pas pourquoi je le regarde ainsi. Peut-être à cause de la manière dont il entre. Comme s'il sentait quelque chose de différent. Ses yeux parcourent les murs. Puis moi. Discrètement. Mais je le remarque. Il ne me regarde pas comme les autres. Au dîner, on parle peu. Peu surtout. Moi, j'observe. Antoine rit doucement. Il s'appuie sur la table avec ses avant-bras. Il choisit ses mots avec légèreté, mais je sens qu'il pense plus qu'il ne dit. Plus tard, dans notre chambre, mon mari dort déjà. Je regarde le plafond. Mes doigts effleurent la bordure de la lingerie que j'ai mise ce matin, blanche, fine, avec un peu de dentelle. Un cadeau jamais porté. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi maintenant? Mais mon corps, lui, semble l'avoir su. Le lendemain, il est dans la cuisine. Mon mari est déjà parti. Antoine me salue. Toujours aussi ponctuel ton mari. Toujours, dis-je. Et toi, toujours aussi silencieuse,
ajoute-t-il avec un sourire léger. Je le fixe, sans sourire. Pas avec tout le monde. Il pose son verre doucement. Me regarde une seconde de trop. Puis détourne les yeux vers la fenêtre. Il parle du temps, de la pluie prévue. Je ne retiens rien. Sauf la densité dans l'air. Ce frisson presque imperceptible quand quelqu'un s'approche un peu trop. Ce jour-là, j'enfile un chemisier plus moulant que d'habitude. Pas pour lui. Du moins, c'est ce que je me répète. Mais cette nuit-là, je me brosse les cheveux devant le miroir, et sans raison, je souris. Quelque chose s'est déplacé en moi. Je le sens. Je ne dors plus vraiment. Mon corps se réveille avant moi, assis dans le lit, le dos droit, les pieds posés sur le parquet froid. Le ciel est encore gris dehors, et la maison respire lentement, comme si elle hésitait à se réveiller elle aussi. Je choisis ma tenue avec plus d'attention que d'habitude. Une lingerie couleur bordeaux, que j'avais achetée un jour d'impulsion, et oubliée depuis. La dentelle fine épouse ma peau avec une douceur surprenante. Par-dessus, un pantalon beige ajusté, une chemise blanche en lin, et un gilet fin qui tombe nonchalamment sur mes épaules. Rien de provoquant. Juste, une mémoire de la peau. Dans la cuisine, Antoine termine son café. Il s'est levé plus tôt que moi. Son t-shirt gris épouse son torse naturellement, et ses cheveux humides brillent sous la lumière du matin. Il me salue d'un ton neutre, mais son regard est plus lent que d'habitude. Ce jour-là, nous devons aller acheter de quoi réparer la barrière du jardin. Mon mari suggère qu'Antoine m'accompagne, il a la voiture, il connaît les magasins. L'idée semble anodine. Moi, je ne dis rien. Nous passons la matinée à traverser des rayons de quincaillerie. Il parle peu. Moi non plus. Mais chaque échange est mesuré, suspendu. J'ai l'impression qu'il m'observe quand je ne le regarde pas. Je fais semblant de ne pas le remarquer. Sur le chemin du retour, la pluie commence. Ce n'est pas une pluie violente. C'est une pluie douce et tenace, celle qui s'insinue partout. Le pare-brise vibre au rythme du balancier régulier des essuie-glaces. Antoine conduit, une main sur le volant, l'autre sur le levier de vitesse. La radio diffuse une vieille chanson d'Aznavour en fond. Nous sommes à un feu rouge. Je regarde les gouttes couler sur la vitre, hypnotisé. Il tourne la tête vers moi. Ne dit rien. Ne demande rien. Mais son regard est là, posé sur moi avec une intensité nouvelle. Il ne sourit pas. Ce n'est pas un jeu. Il se penche légèrement. Juste assez pour que nos visages soient à la limite de se toucher. Ses lèvres effleurent les miennes. Ce n'est pas un baiser. C'est une respiration partagée. 3 secondes. 3 secondes qui pèsent lourd. Puis il se redresse, enclenche le clignotant, et tourne au prochain carrefour. Je reste droite, les mains serrées sur mes genoux. Mes lèvres brûlent légèrement. Pas de douleur. Un rappel. Nous rentrons. Il décharge les sacs. Va au jardin. Je monte déposer mon pull mouillé. Toute l'après-midi, nous évitons de nous croiser. Ce n'est pas de la peur. C'est autre chose. Comme si nos corps devaient digérer ce que l'esprit ne peut pas encore nommer. Le soir, mon mari rentre tard. Il parle de son nouveau client, d'une possible promotion. Je l'écoute, je souris, je réponds. Mais une partie de moi est ailleurs. Suspendue dans l'espace entre 2 respirations. Dans le lit, il me serre contre lui, machinalement. Sa main repose sur ma hanche, chaude et familière. Je ferme les yeux. Mais je ne dors pas. Le lendemain matin, Antoine est déjà là, en train de laver sa tasse. Il me salue avec cette distance polie que les gens bien élevés utilisent pour masquer ce qu'ils ne veulent pas montrer. Il ne dit rien du baiser. Et moi non plus. Mon mari propose, en souriant, un week-end à la maison familiale près du lac Léman. Cela fait des années que nous n'y sommes pas allés. Il y a assez de chambres, de l'air pur, de la tranquillité.
Antoine hésite, mais finit par accepter. Je ne dis rien. Mais je sens que mon silence donne une forme à cette décision. Vendredi soir, nous partons. Je suis à l'avant, Antoine à l'arrière. Mon mari chante doucement avec la radio. Je sens parfois le regard d'Antoine sur ma nuque. Ou peut-être est-ce mon imagination. La maison du lac est la même. Mais moi, je ne le suis plus. Le dîner se passe dans une légèreté apparente. Mon mari reste sur la terrasse au téléphone. Une urgence de travail. Antoine et moi débarrassons la table. Nos bras se frôlent. Nos mains se croisent. Chaque geste est un incendie contenu. Plus tard, je sors sur la terrasse. L'air est frais. Le lac semble endormi. J'entends ses pas derrière moi. Il s'arrête à 1 mètre de moi. Pas un mot. Et puis, sans prévenir, il m'embrasse. Ce n'est pas un effleurement. Ce n'est pas une hésitation. C'est une revendication muette. Mes mains ne bougent pas. Mon corps, lui, répond. Quand il recule, je reste figé. Il rentre. Moi, je regarde le reflet brisé de la lune sur l'eau. Quelque chose, ce soir-là, s'est brisé. Ou libéré. Le retour à Saint-Malo se fait en silence. Mon mari conduit, le visage détendu, les doigts tapotant sur le volant une vieille chanson de Renaud. Antoine est à l'arrière, regard perdu dans les forêts qui bordent la route. Moi, je reste droite, le regard figé sur l'asphalte. Dans ma poitrine, tout est chaos. Le baiser du lac n'a pas laissé de traces visibles. Mais il habite chaque fibre de mon corps. Il n'y a pas de mots pour ce qu'on a fait. Rien d'explosif. Rien de scandaleux. Mais une faille s'est ouverte. Et je sens qu'elle ne se refermera pas. Les jours suivants ressemblent à une chorégraphie silencieuse. Nous nous évitons. Je sais qu'il m'observe quand je tourne le dos. Je sens son regard quand je passe près de lui avec une assiette ou un linge plié. Il ne cherche plus à provoquer. Il attend. Moi, j'essaie d'oublier. J'essaie de jouer mon rôle de femme, de maîtresse de maison. Mais tout sonne faux. Une nuit, alors que je me changeais, j'ai choisi un chemisier transparent que je n'avais pas porté depuis des mois. Le tissu léger glissait sur ma peau. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être parce que, malgré tout, j'avais envie qu'il me voie. Je suis descendue à la cuisine, prétextant une soif soudaine. En passant devant le salon, j'ai senti son regard. Il ne bougea pas. Mais la tension dans l'air était telle qu'elle en devenait presque physique. J'ai bu un verre d'eau sans en avoir besoin. Et avant de remonter, je l'ai regardé. Juste une seconde. Il attendait. Moi aussi. Le lendemain, au petit déjeuner, mon mari était là, souriant, serviable. Il parlait d'un projet de rénovation, d'un client nouveau, de travaux à la cave. Antoine répondait. Mais ses réponses étaient courtes, mesurées. Il ne me regardait plus. Et c'est ça, peut-être, qui me brûlait le plus. C'était un jeudi. Mon mari est parti en réunion. Je suis restée seule à la maison. Antoine était dans le jardin, nettoyant les outils avec soin. J'ai passé l'aspirateur, rangé les placards, frotté les joints de la salle de bain. Pas pour le ménage. Pour m'occuper les mains. Pour ne pas penser. À un moment, il est entré. Je préparais une soupe. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Nous ne nous sommes pas parlé. Mais son regard disait tout. Il voulait partir. Et je le savais. Je vais partir, a-t-il dit finalement, la voix basse. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais. Ce n'était pas l'espace. Ce n'était pas l'ambiance. C'était ce que nous avions déclenché. J'ai monté les escaliers. Dans sa chambre, tout était en ordre. Comme s'il n'avait jamais été là. Sauf son odeur. Elle restait, comme un rappel. Je me suis assise sur le bord du lit.
J'ai failli lui dire de rester. Mais je ne trouvais pas les mots qui ne trahiraient pas ce que je ressentais. Car ce que nous avions partagé pouvait encore être nié. Un baiser, après tout, ce n'est rien. Mais une demande, un aveu, c'est un point de non-retour. Plus tard, alors que je rangeais les verres, il est passé derrière moi dans le couloir. Il s'est arrêté. J'étais tout près. Trop près. Je pouvais sentir sa chaleur. Il ne me toucha pas. Mais son souffle frôla ma clavicule. Ce n'était pas un geste. C'était une implosion. Le lendemain matin, en ouvrant la porte de sa chambre, je vis sa valise prête. Mon cœur se serra. Il ne faisait pas de bruit, comme toujours. Quand je descendis à la cuisine, il était là, une tasse à la main. « Tu pars à quelle heure ?» ai-je demandé. « Bientôt. » Mais je ne suis pas pressée. Je lui ai servi du café. Nos mains se frôlèrent. Nos regards ne se croisèrent pas. Puis mon mari est rentré plus tôt que prévu. Il avait l'air heureux, détendu. Il parlait, riait. Et alors, comme si le destin aimait jouer avec les lignes fragiles, il proposa. « Et si on allait tous les trois à l'île de Bréa ce week-end ? Ça nous ferait du bien. » Je ne savais pas quoi dire. Antoine non plus. Il hésita une seconde. Mais cette seconde suffit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, allez, tu vas aimer. On se changera les idées tous ensemble, insista mon mari. Je n'ai pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui. Et parfois, le silence est une réponse. Le trajet jusqu'à l'île de Bréa fut long et ponctué d'arrêts inutiles. Mon mari, fidèle à lui-même, parlait trop fort dans la voiture, riait de ses propres anecdotes et s'arrêtait à chaque station-service comme s'il voulait prolonger le départ. Moi, je regardais le paysage sans vraiment le voir. Antoine, à l'arrière, restait silencieux. À plusieurs reprises, j'ai cru sentir ses yeux sur moi. Et chaque fois, mon souffle se coupait. La maison sur l'île appartenait à la tante de mon mari. Une vieille demeure en pierre, posée au bord de l'eau, avec ses volets verts fatigués par le sel et le vent. 3 chambres à l'étage, une cheminée qui sentait encore le bois humide, et une cuisine rustique où rien ne semblait avoir changé depuis les années 60. En arrivant, je pris la chambre du fond, celle avec la vue sur la mer. Antoine posa sa valise dans la pièce voisine. Mon mari, lui, s'affaira avec les sacs de provisions et parla d'allumer un feu. Le soir, après un dîner simple, soupe de poisson et pain grillé, il sortit sur la terrasse pour passer un appel. Encore un client, encore une urgence. Antoine et moi restâmes seuls dans la cuisine. Nous rangions les assiettes. Nos mains se frôlaient, mais aucun de nous ne disait mot. Chaque geste avait un écho. Quand je sortis sur la terrasse pour respirer un peu d'air salé, il me suivit. Il resta d'abord en retrait. Le silence était si dense qu'il paraissait hurler. Puis, doucement, il fit un pas. Et puis un autre. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. « Tu veux que je parte ?» murmura-t-il. Je ne répondis pas. Mon regard se perdit dans le clapotis de l'eau. Et alors, il m'embrassa. Ce n'était pas un vol. Pas un effleurement prudent comme dans la voiture. C'était un baiser que l'on donne quand on sait qu'il n'y aura pas de retour. Profond. Lent. Plein. Une main légère sur ma taille. Son souffle contre ma joue. Mon cœur battait trop fort. Je ne le repoussais pas. Quand il se recula, je restai figée. Il rentra dans la maison. Je restai dehors, le regard perdu dans le noir. Le lendemain, tout sembla normal. Comme si rien n'avait eu lieu. Mon mari proposa une promenade dans les sentiers bordés de bruyères. Antoine déclina. Moi, je me forçai à y aller. Pour sauver les apparences. Pour fuir. À mon retour, la maison était vide. Antoine était parti marcher seul. Je montai dans ma chambre, enfilai une robe de coton fin, légèrement transparente à contre-jour,
et descendit préparer le déjeuner. Il rentra vers midi. Nos regards se croisèrent brièvement. Je ne dis rien. Lui non plus. Pendant le repas, mon mari parlait sans cesse, racontant des souvenirs de jeunesse, riant de ses erreurs d'adolescent. Nous hochions la tête. Nous mangions. Mais nos pensées étaient ailleurs. Ce soir-là, après que mon mari fut allé se coucher, je descendis dans la cuisine pour ranger un plat oublié. Antoine était là, en t-shirt, pieds nus, une tasse de tisane à la main. Je n'arrive pas à dormir, dit-il simplement. Moi non plus, aurais-je pu répondre. Mais je me contentai d'un petit signe de tête. Nous restâmes là, dans la lumière douce de la lampe au-dessus de l'évier. Nos corps ne se touchaient pas, mais la tension était insoutenable. Il posa sa tasse. S'approcha d'un pas. Puis un autre. Ma respiration s'accéléra. Et là, il fit un geste que je n'oublierai jamais, il passa doucement sa main sur la manche de mon chemisier, juste du bout des doigts, comme pour vérifier que j'étais réelle. Ce simple contact me traversa comme une décharge. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, il avait reculé. « Je vais monter, dit-il. » Sa voix tremblait un peu. Je restai seule, une main sur mon bras encore chaud. La nuit fut morcelée. Chaque rêve était un souvenir immédiat. Je me réveillai plusieurs fois en sursaut, le cœur battant. À l'aube, je me levai, les jambes fléchies, et allai marcher pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine. Tout en moi criait sans bruit. Nous reprîmes la route vers Saint-Malo le dimanche en fin d'après-midi. Mon mari au volant. Antoine derrière. Et moi à l'avant, tentant de contenir le tumulte. À notre retour, je passai devant le miroir du couloir. Je m'arrêtai. Je vis une femme fatiguée, mais différente. Dans ses yeux, il y avait autre chose. Quelque chose d'indompté. Une étincelle. Une trace. Les jours suivants furent comme suspendus, des couches de silence déposées les unes sur les autres, jusqu'à recouvrir toute forme de spontanéité. Chaque geste était mesuré. Chaque mot retenu. Mon mari, autrefois distrait, s'était mué en observateur silencieux. Il parlait moins. Il regardait plus. Antoine, lui, était toujours là, mais c'était comme s'il n'y était plus. Il marchait à pas feutrés. Il ne croisait mon regard que brièvement. Aucun mot ne franchissait nos lèvres. Mais dans la maison, dans les couloirs, dans l'air, tout nous trahissait. Je ne pouvais plus dormir. Les nuits devenaient des labyrinthes. Je m'y perdais en pensées, en sensations, en comparaisons. Le lit conjugal, si familier, me paraissait étranger. Mon mari se tournait vers moi, parfois, cherchant une tendresse que je ne pouvais plus feindre. Ses caresses étaient douces, mais absentes. Les miennes encore plus. Je me laissais faire, comme un rituel qu'on accomplit 100 fois. Je n'étais plus là. Un soir, il me regarda longuement alors que je préparais le dîner. « Tu es heureuse ?» me demanda-t-il d'un ton neutre. Je n'ai pas su quoi répondre. Ni oui, ni non. Juste un silence. Il hocha la tête, se leva, et monta les escaliers. La question resta en suspension, comme une note dissonante dans une chanson trop répétée. Le lendemain matin, je sortis marcher seule. J'avais besoin d'air. J'arpentais les ruelles de Saint-Malo comme on parcourt un rêve. Les vitrines, les cafés, les odeurs de pain chaud, tout me semblait appartenir à une vie parallèle. Une vie que j'avais quittée sans prévenir. En rentrant, je vis la valise d'Antoine près de la porte d'entrée. Je montai sans bruit. Il était assis dans la chambre d'amis, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il leva les yeux vers moi. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi. Pas un mot. Pas un geste. « Tu vas me garder en toi ?» demanda-t-il enfin, presque dans un souffle. « Je ne pourrai jamais t'oublier. » Il hocha la tête. Se leva. Me passa près sans me toucher. Il ouvrit la porte.
est parti. Je ne le retins pas. Le reste de la journée se déroula comme une chute au ralenti. Mon mari rentra vers 19 heures. Il posa son manteau, me regarda. Il est parti? J'ai fait oui de la tête. Et toi? Tu comptes partir aussi? Je n'ai pas su répondre. Peut-être étais-je déjà parti depuis longtemps. Nous ne parlâmes pas de ce qui s'était passé. Il n'y eut ni reproche ni crise. Rien que ce vide entre nous, devenu une pièce entière dans la maison. Les jours suivants, je devenais maniaque. Je rangeais, nettoyais, pliais. Chaque tiroir devenait une façon d'échapper à moi-même. J'étais une femme qui effaçait les traces. Un jeudi matin, alors que je suspendais le linge dans le petit jardin, je sentis une bouffée de froid me parcourir l'échine. Pas le vent. Une intuition. Quelque chose venait de céder. Je laissai tomber les pinces. Rentré dans la maison, je posai les mains sur la table. Mes doigts tremblaient légèrement. Je montai au grenier. Là, dans une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années, je retrouvai un vieux carnet à spirale. À l'intérieur, des morceaux de moi, griffonnés à la hâte, des années auparavant. Des rêves. Des pensées. Des envies. Une écriture oubliée. J'en pleurais. Pas de douleur. Mais comme un soulagement de retrouver quelqu'un que j'avais perdu. Dans la chambre d'amis, tout avait été rangé. Mais en ouvrant un livre qu'Antoine avait laissé là, je trouvai un papier plié. Mon cœur se serra. Je ne l'ouvris pas. Je le rangeai dans le tiroir de ma coiffeuse, à côté d'une photo encadrée de nous trois, prise au bord du lac. Nous sourions tous les trois. Mais je savais maintenant que ces sourires mentaient. Ce soir-là, mon mari me regarda longuement pendant que je buvais mon thé. « Tu penses qu'il reste quelque chose à sauver ?» demanda-t-il. Je regardai dans ma tasse. Le thé était tiède. « Je ne sais pas. »« Moi non plus, » répondit-il. Il se leva, et alla ranger la cuisine. Moi, je restai là, figé. Les jours qui suivirent furent les derniers de ce que nous avions été. Nous vivions ensemble, mais séparés. Il ne posait plus de questions. Je ne cherchais plus de réponses. Et puis, un matin, je suis sorti sans but. J'ai marché dans Saint-Malo, longuement. À mon retour, j'ai préparé une infusion. Je me suis assise dans la véranda, et j'ai regardé la lumière tomber sur le jardin. Je ne savais pas ce qui m'attendait demain. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur.